Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Déjà, je voulais remercier les organisateurs pour l'invitation. Et donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui des contaminations croisées en industrie agroalimentaire, avec les enjeux et bonnes pratiques dans la gestion du vrac. Donc, moi, je suis Morgane Guilbeault, je suis ingénieure de recherche en microbiologie dans une école d'ingénieurs qui s'appelle AgroParisTech, donc qui est située en Île-de-France. Et donc, cette présentation a été réalisée avec l'aide de Nadia Oulahal, qui est enseignante-chercheur à Biodimia, à l'Université de Lyon, et Anne-Laure Boutier, qui fait partie du centre technique Adrianor. Donc, toutes trois, nous sommes membres du réseau mixte technologique qui s'appelle Actia Clean, dont je vous parlerai un petit peu plus à la fin. Donc, aujourd'hui, on va parler contamination croisée. Donc, pour partir sur le début, donc la réglementation. Vous savez qu'il y a une obligation de mise sur le marché des denrées alimentaires sûres. Donc il y a pour cela tout un tas de textes communautaires fondateurs de ce qu'on appelle le paquet hygiène. Donc il y a 5 règlements européens, donc je ne vais pas vous les détailler ici. Alors maintenant, il y en a, pour être exact, plus que 4, puisqu'il y en a 2 qui ont été rassemblés dans le même règlement. Ça, on ne voit pas, c'est pas grave. Donc ces textes, en fait, ils permettent d'harmoniser le niveau de sécurité sanitaire en impliquant l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire qui vont ainsi être soumis aux mêmes exigences, donc de la fourche à la fourchette, comme on dit, en officialisant la responsabilité des professionnels et en optimisant les contrôles des autorités sanitaires. Donc, comme on dit, la réglementation, elle prévoit une obligation de résultat, mais pas de moyens. Donc l'exploitant du secteur alimentaire doit réaliser une évaluation des risques liés à sa production. Il doit mettre sur le marché des produits sans danger pour le consommateur. Ça implique sa responsabilité. Il doit mettre en place des procédures de traçabilité, appliquer des principes généraux d'hygiène et utiliser les bonnes pratiques d'hygiène pour appliquer des procédures de maîtrise basées sur ce qu'on appelle les principes HACCP, dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc pour cela, il peut s'appuyer sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène et l'application des principes HACCP et avoir recours à des certifications privées. Donc parmi les documents qui sont requis pour mettre sur le marché des denrées saines, non sûres, donc il y a le plan de maîtrise sanitaire qui est vraiment quelque chose de clé. Il va décrire, donc ce qu'on appelle PMS, décrire les mesures prises par l'établissement pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers dont je vais parler plus tard. Donc ce PMS, il va regrouper les éléments nécessaires à la mise en place des exigences dont on vient de parler et les preuves de l'application. Donc vous allez avoir ainsi les bonnes pratiques d'hygiène ou prérequis, donc tout ce qu'on appelle plan HACCP, c'est-à-dire l'analyse des dangers et les moyens de maîtrise. Et enfin entre autres, la traçabilité, la gestion des non-conformités, la gestion de crise, les procédures de retrait et de rappel. Donc tout ça, ça fait partie du plan de maîtrise sanitaire. Et donc pour l'établir, il faut bien sûr s'appuyer sur ce qui existe déjà. Donc il y a pas mal de guides de bonnes pratiques qui sont à disposition par filière, par type d'activité. Donc si on parle plus du vrac, donc le vrac, comme vous savez, il y a le contexte réglementaire qui est la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour économie circulaire, donc qui est en 5 parties, et dont la première partie qui nous intéresse là, c'est sortir du plastique jetable pour 2040, et avec le décret 3R qui a été publié, donc pour réduction, réemploi, recyclage, et avec une importance de favoriser le vrac pour réduire justement les emballages, et les emballages notamment jetables. Donc les enjeux du vrac seront d'assurer la même sécurité sanitaire avec des produits en vrac qu'avec des produits dits pré-emballés ou emballés. Donc pour cela, il faudra une traçabilité complète du contenant et du contenu, une hygiène et sécurité garantie et irréprochable, ainsi pour maîtriser les risques inhérents à la gestion des produits en vrac. Ça implique notamment la prévention de ce qu'on appelle les contaminations croisées. Donc,
Juste pour faire un petit état des lieux, donc sur un an, entre novembre 2021 et novembre 2022, il y a eu une centaine de notifications liées à des retraits ou des rappels de l'eau, de denrées alimentaires. Là, c'est que sur les aliments. Donc j'ai relevé 9 présences de corps étrangers. Donc ça, c'est disponible en ligne sur Internet. 5 présences d'allergènes ou ingrédients non listés. C'est souvent un défaut d'étiquetage. 40 notifications, donc retrait ou rappel de l'eau, liées à la présence d'un taux anormalement supérieur aux normes de certains micro-organismes. Donc ça, c'est Listeria, Escherichia coli, Salmonelle. Et présence d'un taux aussi pour 21 notifications, d'un taux supérieur aux normes de substances chimiques ou substances interdites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces phénomènes, que ce soit la présence de micro-organismes ou de substances chimiques notamment, peuvent être liés à des contaminations croisées. Ça peut venir de la matière première, mais ça peut aussi être dû à des contaminations croisées. Donc, c'est bien de parler de contamination croisée, mais il faut quand même définir qu'est-ce que c'est. Donc, il s'agit du déplacement ou du transfert physique non intentionnel d'un danger d'un endroit à un autre. Donc c'est vraiment une notion de déplacement, de transfert. Et alors quand on parle de danger, donc on distingue 4 familles. Le danger physique, donc par exemple la présence de vis, de bris de verre. Il y a le danger chimique, donc là notamment des infectants, biocides, mais ça peut être bien d'autres choses. Danger microbiologique, donc avec des bactéries pathogènes. Et le danger allergène. La présence de protéines, par exemple, de lactose, etc. Et donc ces dangers, ces phénomènes, quand ils vont se retrouver dans le produit, ça peut le rendre impropre à sa consommation, ou voire même dangereux pour le consommateur. Donc si on détaille un petit peu plus ces dangers, donc il y a le danger physique. Donc on s'aide de la méthode dite des 5 M qui permet à partir des sources de contamination, de faire des moyens de maîtrise. Donc là, les sources de contamination, c'est la main-d'œuvre, ce qu'on appelle le milieu, la méthode de travail, la matière première et le matériel. Donc, par exemple, la main-d'œuvre peut apporter un danger physique, comme par exemple des cheveux. Alors, c'est pas super dangereux, mais ça peut quand même poser problème. Ça peut être des pansements, stylos, bijoux. Le milieu, donc c'est plutôt l'environnement de production, par exemple. Donc ça peut être de la poussière, des insectes, voire du verre. La méthode de travail, donc c'est par exemple une phase du process, ça peut être aussi le nettoyage. Donc le fait qu'il n'y ait pas de couvercle ou de protection, ça peut justement, donc ça c'est important aussi dans le vrac, ça peut causer des dangers, notamment physiques. L'absence ou un mauvais nettoyage et les objets au sol, bien sûr, peuvent poser problème et se retrouver à un moment dans mes aliments, ce qui n'est pas le but. La matière première peut aussi apporter son lot de dangers physiques, par exemple des noyaux, mais ça peut être aussi des insectes, de la terre, des cailloux, il peut y en avoir pas mal. Et enfin le matériel, donc je vous montrais tout à l'heure, il y avait un petit boulon. Ça peut être une vis, de la limaille qui vient accidentellement dans mes aliments. Si on parle de danger chimique, alors là, pareil, il peut y avoir différents contaminants. Ça peut être des contaminants d'origine industrielle ou environnementale, comme les métaux lourds, les dioxines. On peut avoir des contaminants agricoles, comme les mycotoxines et nitrates. Des contaminants dits néoformés, qui vont, par exemple, survenir lors d'une cuisson peut-être trop importante, donc ça, les acrylamides comme exemple. Il peut y avoir aussi des résidus de pesticides ou de médicaments vétérinaires qui vont causer un danger chimique dans mon produit à la fin. Et il peut aussi y avoir des contaminants issus des matériaux au contact. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec le bisphénol A, par exemple. Si vous vous rappelez, pour les biberons. Maintenant, on peut en découvrir encore d'autres liés à des matériaux au contact et dont les contaminants se retrouvent dans le produit. Et enfin, des résidus, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont des exemples, les résidus de produits de nettoyage et désinfection. Si on a un mauvais rinçage, on peut peut-être retrouver après dans mon produit le résidu de détergent, par exemple. Troisième danger, donc c'est le danger allergène. Donc il y a 14 allergènes
qui sont à déclaration obligatoire, pas à déclaration, à information obligatoire pour le consommateur. Donc ces 14 sont responsables de 90% des allergies alimentaires. Donc je vais pas vous les détailler. Mais en gros, voilà, œufs, soja, etc. Donc il faut savoir que pour le vrac, ils sont également à information obligatoire. Donc l'étiquetage est plus contraignant sur les produits préemballés que le vrac, mais il faut savoir que les allergènes doivent être connus, doivent être portés. L'information doit être portée au consommateur, même pour le vrac, il doit savoir s'il y a des allergènes dedans. Danger microbiologique, bon là c'est plus mon domaine, donc j'ai détaillé un peu plus, je suis désolée. Donc qu'est-ce que c'est les micro-organismes? Donc ce sont des organismes microscopiques par définition, donc on ne voit pas à l'œil nu. Schématiquement, je vous ai mis 4 grandes familles. Donc il y a les moisissures, les bactéries, les levures et les virus. Sachant que les virus ne sont pas forcément classés en micro-organismes, on considère qu'ils ne sont pas forcément vivants. Et là, j'ai fait schématiquement, ce qu'on peut retrouver un peu partout. Donc il y a des micro-organismes utiles. Alors ce n'est pas ce qui nous intéresse ici dans cette présentation, mais je vous le mets quand même parce qu'ils ne sont pas tous indésirables. Il y en a que... Alors si on ne les avait pas, on n'aurait pas certains produits alimentaires. Donc ça c'est notamment tout ce qui est produits fermentés. Vous savez, le pain, le vin, le fromage. Sans ces micro-organismes, on ne les aurait pas. Donc là, ça nous intéresse un peu plus, sont les indésirables. Donc notamment ceux qui causent une altération des produits. Parce qu'il y a certains micro-organismes, quand ils sont présents, alors ils ne sont pas forcément pathogènes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous rendre malade, mais ils vont produire certaines substances qui vont modifier le produit. Donc le goût, ça peut être l'odeur, l'apparence. Et du coup, ça devient quand même impropre à la consommation. Ce n'est pas ce que le consommateur attend. Donc finalement, soit il va le jeter, donc c'est du gaspillage, soit vous avez été obligé de retirer les lots parce que ça ne va pas être consommé, ça ne peut même pas être vendu. Et on a bien sûr les micro-organismes pathogènes. Donc comme je disais, pathogènes parce qu'ils nous rendent malades. Donc ça peut être aussi bien des bactéries, des virus, des moisissures et des levures, avec des maladies plus ou moins graves. Mais les toxi-infections alimentaires vont être principalement causées par des bactéries et des virus. Je ne vais pas vous détailler plus que ça. Alors, ce qui est important, c'est de connaître un peu leurs besoins vitaux. Notamment, là, je parle beaucoup des bactéries levures. Ils ont des besoins vitaux. Et c'est sur ça qu'on peut jouer après pour essayer de les limiter, de les maîtriser. Donc, il y a l'eau. Les micro-organismes, donc notamment les bactéries levures, moisissures, ont besoin d'eau pour vivre. Si c'est très très sec, ils ne vont pas se développer. C'est pour ça que les produits secs sont souvent moins sensibles microbiologiquement que les produits dits humides. Ils ont besoin de nourriture, alors schématiquement, ça va être plutôt des molécules, des nutriments, du sucre, etc. Ils ont besoin d'oxygène, mais pas tous. Il y en a qui vont se développer qu'en absence d'oxygène et d'autres en présence. Donc ça, c'est aussi beaucoup utilisé dans l'emballage, puisque, par exemple, les conserves, on ne va pas avoir d'oxygène, mais ça peut être aussi quand on met sous vide, on va limiter beaucoup la croissance de certains micro-organismes. La chaleur, quand on cuit, donc si on cuit assez haut en température, on va détruire la plupart des micro-organismes. En revanche, si on les met au froid, alors on va empêcher leur développement, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas croître, ils ne vont pas énormément se développer, mais on ne va pas les tuer. Le froid, ce n'est pas ce qui va les tuer. Par exemple, dans nos labos, c'est comme ça qu'on conserve les micro-organismes, c'est en les mettant à moins 80 degrés, voire moins 160. Donc c'est pas un mode de destruction, le froid, mais c'est un mode quand même de conservation, comme vous connaissez, parce que ça limite le développement. Donc si on prend une bactérie au départ, si elle est dans de très bonnes conditions de développement, de température, elle a tout ce qu'il lui faut, vous en avez une au départ, et en 10 heures, vous arrivez à dépasser le million. Notamment Escherichia coli, parce qu'elle va, en fait, une bactérie va en donner 2 toutes les 20 minutes. Donc imaginez comment ça va vite. Donc pour parler bactéries
Donc là, c'est plus bactéries, pathogènes et toxi-infections alimentaires collectives. Là, je vous ai remis un peu des chiffres de 2024, donc c'est à déclaration obligatoire, les toxi-infections alimentaires. Donc ça correspond à 2 cas, donc il y a au moins 2 cas pour que ce soit collectif. Ça fait des symptômes en général gastro-intestinaux et il faut que ce soit la même origine, sinon ce n'est pas une toxi-infection alimentaire collective. Donc c'est assez difficile de remonter aux aliments, aux micro-organismes, à la cause, mais il y a certains cas où c'est possible. Et donc ça a été reporté dans ce tableau par Santé publique France. Et donc on peut voir que l'origine des non-conformités relevées, soit elle vient de l'équipement défectueux, alors ça peut être la matière première qui était contaminée, ensuite les personnes ont ingéré et sont devenues malades, mais ça peut être aussi contaminé, enfin le produit contaminé par le personnel, parce qu'en fait ça comprend à la fois les restaurations commerciales, collectives et le repas familial. Donc soit c'est le personnel qui a contaminé, lui-même le produit, soit c'est un membre de la famille qui a préparé le repas. Et vous avez aussi tout ce qui s'appelle le fonctionnement. Donc c'est un peu les méthodes. Si c'est pas, par exemple, c'est pas conservé à 10 degrés, ou c'est trop haut en température, ou si c'est mal cuit. Donc tout ça, ça peut causer des problèmes et à la fin rendre des personnes malades. Donc l'équipement défectueux, notamment, et la contamination par les personnes, c'est un bon exemple de contamination croisée. Alors si on revient dans l'entreprise, donc les sources de contamination, elles peuvent être multiples. Donc comme je disais, c'est toujours les 5 M, la méthode de travail, matériel, matières premières, milieu, main-d'œuvre. Donc les méthodes de travail, donc ça peut être le nettoyage, le process qui n'est pas adapté, etc. Et là, c'est vraiment tout type de danger. En général, vous pouvez retrouver le danger chimique, microbiologique, allergène et physique. Donc la main-d'œuvre, qui est une bonne source de danger microbiologique, peut être une bonne source de danger microbiologique, notamment par les mains. Ça peut être aussi l'air qui peut être contaminé, par des moisissures notamment. Ça peut être, comme on disait, la matière première ou le matériel qui, par exemple, est pas bien nettoyé ou ne se nettoie pas bien. Donc comment on peut éviter toutes ces contaminations ? Eh bien, il y a des bonnes pratiques à suivre, notamment liées au personnel. La première, c'est de respecter les interdits. C'est-à-dire que donc il y a des procédures qui existent et il faut que le personnel ne mange pas, ne boive pas, par exemple, au niveau de la production, ne fume pas, pas porter de bijoux, de montres et ne pas manipuler d'éléments personnels comme un téléphone, par exemple. Parce que là, vous avez risque de contamination. Il n'y a rien de plus contaminé qu'un téléphone parce qu'on l'utilise tout le temps et partout. Donc, c'est sûr qu'en entreprise agroalimentaire, ce n'est pas conseillé de l'utiliser. Il faut évidemment, en parallèle du respect des interdits, c'est respecter les consignes, notamment le port des tenues qui est bien défini et qui doit être défini par zone en général, parce que d'une zone à l'autre, ça ne va pas forcément être la même tenue. Il faut qu'elle soit complète et bien comprise aussi par le personnel. L'hygiène corporelle est importante. Le fait que le poste de travail soit rangé, nettoyé, et le suivi aussi des circuits. Vous savez, on va toujours du sale vers le propre et pas l'inverse. Que ce soit donc les personnes, mais aussi les produits, le matériel. Il faut vraiment respecter le sens des circuits. Et de façon assez centrale et très importante, c'est le lavage des mains. Le lavage des mains est vraiment très central, comme je dis. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des applications qui existent pour apprendre à bien se laver les mains, parce que c'est pas si simple en fait. Hein. On a l'habitude, on se lave les mains, mais en fait non. Dans ce genre d'environnement, il faut vraiment bien respecter ce lavage. Il existe même des petits outils où on utilise une crème fluorescente par exemple, et ensuite on voit si on l'a bien enlevé avec les UV. Ça permet vraiment de bien former le personnel à ce moment qui est vraiment important. Ensuite, il y a des bonnes pratiques qui existent liées à l'aménagement du bâtiment, des locaux, des équipements. Il y a quelques règles simples comme éviter l'accumulation des résidus pour ne pas donner nourriture, gîte
et éviter les proliférations des insectes, des nuisibles en général. Éviter la rétention d'eau. Comme je vous ai montré, les micro-organismes, ils ont besoin d'eau, donc si on leur en laisse à disposition, ça peut être très rapidement problématique. Donc faciliter le nettoyage, donc notamment en rangeant. Permettre la visualisation sans démontage, donc avec que ce soit les locaux, quand on peut évidemment, les équipements. Et rendre l'enceinte de l'usine étanche. Un rat adulte, il a besoin de moins de 2 mm pour passer dans un trou. Donc les principes de base sur l'aménagement du bâtiment locaux équipements, c'est la marche en avant, l'accessibilité des locaux de travail, des voies de circulation, des éléments de process. Il faut que au maximum ce soit démontable dans la mesure du possible, évidemment, parce que ça peut faciliter le nettoyage, et surtout quand il y a besoin de nettoyage drastique, s'il faut agir de façon manuelle. Donc c'est mieux quand c'est prévu dès la conception, évidemment, mais il faut que ce soit facilement réalisable, sinon ce ne sera pas fait, si possible par une seule personne. Ensuite, la nettoyabilité, c'est très important. Les surfaces doivent être vraiment adaptées à du bon nettoyage, entre guillemets, doivent être résistantes aux produits, continues et lisses, sauf circulation de piétons, évidemment, pour ne pas glisser. Les surfaces doivent être sans fissure, sans trou, et ne pas absorber. Des formes qui ne retiennent pas les souillures, éviter les coudes quand on peut, éviter surtout les creux. Avoir des matériaux assez homogènes parce que ça évite d'avoir plusieurs types de process de nettoyage et désinfection, par exemple. Et comme je disais, il faut ranger les salles pour que le nettoyage soit efficace. Le mieux, c'est de laisser tout en proximité, limiter les déplacements, ça permet de limiter aussi les contaminations croisées. Donc, les bonnes pratiques liées aux procédures de nettoyage et désinfection, qui est aussi une procédure clé dans la maîtrise de ces contaminations croisées. Donc, adapter le nettoyage. Alors, déjà, ce qu'on entend par nettoyage, c'est le fait d'enlever les souillures et de les maintenir en suspension. On utilise en général des détergents, à l'inverse de la désinfection, où là, on est sur l'élimination des micro-organismes. Là, on veut tuer les micro-organismes. Donc, pour avoir une désinfection efficace, il faut qu'il y ait eu d'abord un nettoyage efficace, parce que sinon, le produit désinfectant ne va pas pouvoir agir. Donc, c'est toujours d'abord nettoyage et ensuite désinfection. Donc, ce nettoyage, dans l'idéal, il faut qu'il soit adapté aux souillures à éliminer, que ce soit minérales ou organiques, par exemple, aux propriétés des surfaces, aux procédés aussi, trempage manuel ou aspersion. Je vous ai mis ici une petite photo au microscope électronique d'un acier inoxydable qui a eu pas mal de cycles de nettoyage-désinfection avec du chlore. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des trous liés probablement à l'oxydation, parce que le chlore n'est pas très conseillé sur l'acier inoxydable. Donc, en fait, ça va oxyder, même si c'est inoxydable, mais le chlore va enlever la couche passive, former éventuellement des petits trous, et ça fait des pièges à bactéries. Ça veut dire qu'au prochain nettoyage, on va peut-être avoir du mal à les enlever, elles vont peut-être rester en supposition. Donc, il faut adapter le nettoyage, mais aussi la désinfection. Les micro-organismes ne sont pas tous les mêmes. Il y en a qui sont plus ou moins résistants. Donc, c'est bien de connaître, quand on a des soucis avec certains micro-organismes, c'est bien de les connaître dans l'entreprise, de savoir contre lesquels on lutte. Ça va aussi orienter le désinfectant. Aux conditions d'utilisation, est-ce que j'ai beaucoup de matière organique quand j'ai besoin de désinfecter? Je disais, ce n'est pas l'idéal, mais parfois on n'a pas le choix. Est-ce que l'eau, comment est l'eau aussi? Est-ce qu'elle est dure? Quelle est sa composition minérale? Parce que c'est valable aussi pour le nettoyage. Plus l'eau est dure et plus on va avoir besoin de mettre du produit en général. Donc, il faut faire attention aussi, c'est qu'on utilise différents types de produits désinfectants, qu'il n'y ait pas une incompatibilité, une inhibition du coup de l'un par l'autre. Maintenant, je voulais parler un peu plus sur le vrac, sur la partie contenant réemployable.
puisque de plus en plus, donc comme on disait, hein, la loi AGEC contraint et puis à limiter l'utilisation de ce qui est plastique jetable. Donc dans les années à venir, on va probablement utiliser de plus en plus de contenants réemployables. Donc, les bonnes pratiques liées à ces contenants seraient donc de les sélectionner en fonction des propriétés suivantes, qu'ils soient aptes au contact alimentaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alimentarité. Le fabricant doit fournir des certificats d'alimentarité pour être sûr que votre matériau, le matériau du contenant, soit bien adapté et qu'on puisse le mettre en contact avec des aliments et qu'on ne va pas rendre cet aliment impropre à la consommation parce qu'il y aurait eu éventuellement un transfert de je ne sais quelle molécule. Ces contenants doivent être durables sur le terme, niveau mécanique, c'est-à-dire qu'ils doivent être solides, doivent résister évidemment s'il y a beaucoup de manutention, à leur nettoyage. Donc ça, c'est résistant aussi aux produits chimiques, aux températures élevées et la possibilité de traçabilité qui est aussi centrale dans les industries agroalimentaires. Donc il faut apprendre à bien les gérer, ces contaminants, pour éviter les contaminations, ces contenants, pour éviter les contaminations croisées, notamment au niveau stockage. Il faut que les zones soient clairement définies, respectées, bien séparer le propre du sale, faire attention à l'humidité, puisque un produit sec, s'il prend l'humidité, va devenir beaucoup plus sensible aux micro-organismes, que je vous dis, ça apporte de l'eau, donc ça va permettre aux micro-organismes de plus se développer. Donc la traçabilité de ces contenants, ça peut être, après il y a des différents systèmes qui existent, qui sont commercialisés, ça peut être des étiquettes, des RFID, des QR codes, mais évidemment là il faut qu'ils soient résistants au nettoyage. C'est une contrainte supplémentaire, puisque on les réemploie, donc forcément à un moment on va les nettoyer, voire désinfecter, suivant le type de produit qui est type d'aliment en général. Et le nettoyage donc, de ces contenants, donc, il doit être adapté aux dimensions, aux matériaux, au design de mon contenant, au type d'aliment aussi. Si j'ai de l'aliment sec, si j'ai de l'aliment gras, ce ne sera pas forcément le même nettoyage. Et la question peut se poser, notamment en gestion des allergènes, est-ce que je ne sépare pas mes contenants qui auraient eu le produit A avec ceux qui ont eu le produit B, et je nettoie tous ceux du produit A en même temps et tous ceux du produit B en même temps. Donc ça, c'est une question qui se pose. Et sur ces contenants, donc, la question se pose aussi, c'est comment on valide le nettoyage. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par mon nettoyage, je le valide? En gros, c'est est-ce que tous les résidus que je veux éliminer l'ont bien été? Donc que ce soit chimique, microbiologique, que ce soit allergène. Est-ce que mon nettoyage a été efficace? Donc, comment je peux savoir? Donc, il existe pour l'instant des prélèvements. Enfin, on fait des prélèvements et il existe des tests à partir de ces prélèvements pour déterminer si mon contenant il est contaminé microbiologiquement, s'il est chimiquement éventuellement. On peut rechercher certains types de détergents ou de désinfectants qui seraient utilisés. Et pareil, on peut détecter des allergènes. Mais ça, c'est quand même des techniques qui sont faites en laboratoire d'analyse. Ça, on ne peut pas le faire in situ. Certains petits tests microbiologiques peuvent être faits vraiment dans l'entreprise, mais les autres, ce n'est pas encore des tests qui sont de routine. Donc la question se pose aussi, c'est donc ces contenants vont être très très utilisés éventuellement. Quand est-ce que je les jette? Quand est-ce que je les recycle? Donc là, moi, j'ai pas forcément les réponses, je pose les questions. Est-ce que c'est quand ils sont visuellement usés? Il y a eu de l'abrasion, éventuellement. Quand ils se nettoient plus correctement, je vois qu'ils sont gras, ils sont tachés. Est-ce que c'est après un nombre défini de cycles? Il se peut que les fournisseurs vous disent, voilà, c'est pour 50 cycles, vous l'utilisez, et après, vous me le renvoyez ou vous le recyclez, je ne sais pas. Donc ça, c'est à définir avec les fabricants, comment ils ont fait leurs tests. Est-ce que sur des produits, des aliments, enfin sur un type de nettoyage, voilà, ça se renseigner un peu sur ça. L'aliment aussi doit probablement agir sur le matériau, donc voir comment ça vieillit. Et les cycles de nettoyage et désinfection aussi. Donc tout ça, ça va contribuer au vieillissement des contenants, enfin des matériaux des contenants.
Et pourquoi pas risquer de nettoyer moins bien, puisque si j'ai des tas de rayures éventuellement sur mon contenant, je nettoie moins bien, ça fait un peu des pièges, que ce soit allergènes, chimiques ou microbiologiques. Du coup, si mon nettoyage il est moins bon, c'est là que je risque aussi d'avoir des contaminations croisées. Donc, pour finir sur la traçabilité, donc la traçabilité, ça permet de suivre le produit tout au long de sa durée de vie. Donc c'est l'aptitude à retrouver l'historique de ce produit, son utilisation, où est-ce qu'il a été, où est-ce qu'il est, ou sa localisation, donc avant, pendant et après le passage dans l'entreprise. Donc pour cela, on gère en général le first in, first out, c'est-à-dire le premier arrivé, le premier sorti. Donc il y a besoin d'enregistrer les informations à toutes les étapes nécessaires. Donc des fiches d'enregistrement pour les produits et aussi pour gérer les non-conformités. Et enfin, il faut archiver évidemment ces enregistrements parce que certains rappels peuvent avoir lieu quelques semaines après. Donc si on parle du vrac en particulier, donc une traçabilité efficace des contenants, elle va contribuer à éviter les contaminations croisées, donc notamment allergènes chimiques. Et il y a en plus la problématique de mélange de lots. Donc est-ce que je mélange les lots avec le risque que si j'ai un rappel sur un des deux lots par exemple, je dois jeter les deux. Donc voilà, les questions se posent, sont encore en suspens. Donc pour conclure, les contaminations croisées restent une problématique majeure dans les industries agroalimentaires. Donc ça comprend les 4 dangers. Il y a un challenge particulier dans le vrac sur ces risques, avec des bonnes pratiques à appliquer en permanence. Donc ça, c'est valable aussi pour les IA d'une manière générale. Mais il y a une vigilance particulière donc, sur les étapes de nettoyage et désinfection et sur le réemploi des contenants. Je vous parle rapidement du RMT, donc du réseau mixte technologique, qui est un réseau qui regroupe 13 partenaires. Donc il y a aussi bien des universitaires, donc comme AgroParisTech, et vous avez aussi des centres techniques. Donc il est coordonné par le CTCPA. Et donc on travaille dans ce réseau sur plusieurs axes de recherche, avec la détection des contaminations microbiologiques et chimiques en premier axe. Le deuxième, on travaille sur la prévention et la correction des contaminations. Ensuite, on crée un réseau européen et l'axe 4 qui permet la diffusion des connaissances, travaille sur la diffusion des connaissances. Et à ce titre, nous avons quelques documentations donc disponibles en ligne gratuitement. Donc, il y a un guide sur les bonnes pratiques de prélèvement de surface en IA, qui a été édité en 2021. Et vous avez aussi l'inventaire des méthodes et kits pour la détection des résidus de biocides qui peuvent vous intéresser, donc qui est disponible sur demande gratuitement auprès de l'Actia. Et sinon, voilà, il y a d'autres ouvrages qui ont été réalisés dans le cadre du RMT sur la conception hygiénique des matériels et les agents antimicrobiens. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là. Quand on parle contamination croisée dans le monde du vrac, en général, on parle contamination pendant le process de production, par exemple à la mélangeuse, etc. Est-ce que vous travaillez sur ces sujets-là ou est-ce que vous êtes vraiment sur les contaminations plus externes qu'internes au process? Alors, c'est un peu des deux parce que nous, notre cheval de bataille, ce sont les surfaces. Donc c'est vraiment tout ce qui peut rentrer en contact avec les aliments. Donc tout type de surface, ça peut être un mélangeur, ça peut être un tapis convoyeur, ça peut être un matériau, un emballage. Donc ça fait partie effectivement de nos travaux. Et actuellement, donc, on aimerait travailler sur le développement de tests, justement d'identification de présence
éventuellement de résidus, biocides et allergènes. Mais voilà, c'est à l'échelle encore du projet. Lucia Pereira de l'association Réseau Vrac. Toutes ces questions-là qu'on se pose sur les risques de contamination des emballages réemployables, en fait, on se les pose maintenant parce qu'on va vers du réemploi par le professionnel. Mais à domicile, nous, ça fait très longtemps qu'on fait du réemploi d'emballages plastiques, les Tupperware, etc. Et on ne s'est jamais posé la question de est-ce que je suis en train de mettre en danger ma santé ou celle de mes enfants ou de mes invités. Je pense au risque allergène, par exemple. Tout à fait, oui. Donc, est-ce qu'on peut partir du postulat que vu qu'on fait ça depuis un certain nombre d'années, finalement, le risque, en tout cas sur l'alimentaire, parce qu'après, il y a le risque cosmétique, détergence, donc ça, c'est autre chose. Avec le recul qu'on a sur nos pratiques à domicile, finalement, on peut se dire que le risque, il est quand même pas si... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment répondre à cette question qui est effectivement tout à fait centrale. Je suis totalement d'accord avec vous sur l'aspect consommateur, qu'on est déjà à utiliser du plastique et à le faire chauffer, à le mettre au frais. Tout ça, ça existe, à manger dedans, à couper, effectivement. Après, je pense que là se met en place la notion de responsabilité et la réglementation sur... est-ce que mon produit sera quand même, alors, dû au réemploi de ces contenants, si on parle de ça, sera dénué de dangers apportés par ce réemploi des contenants plastiques notamment, qui n'a jamais finalement été parce qu'en vérifié. fait, sur la norme, sur l'aptitude au contact alimentaire, on a une partie test pour l'aptitude au contact répété. Oui, mais et c'est pas toujours suffisant. Toujours avec des matériaux neufs. En fait, et pour le même produit, c'est-à-dire qu'on va faire les tests avec des carottes râpées et la deuxième fois remettre des carottes. Non, ce sont des simulants. Enfin, de mémoire, les normes sont des simulants. Ça peut être de l'huile, de l'éthanol même, ou de l'eau, mais c'est jamais du vrai produit. C'est jamais en condition de vieillissement, utilisation répétée, comme vous dites, avec vraiment le matériau qui s'abîme et qui est nettoyé. Et c'est vrai que le nettoyage désinfection industriel est un peu différent du nettoyage à la maison aussi. Je pense qu'on ne crée pas les mêmes contraintes sur le matériau à la maison où on a du détergent assez classique, pas super agressif, on ne désinfecte pas en général. Alors que c'est vrai que dans le monde industriel, on va avoir tendance à nettoyer avec des produits assez peut-être agressifs, alors à discuter, je ne sais pas, et désinfecter. Les désinfectants peuvent aussi s'absorber. Et ça, je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes risques, en tout cas à ce niveau-là, pour les consommateurs. Oui. Mais peut-être, et j'espère qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas de problème. Tout à fait. Ouais. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous intéressez aux contaminations croisées dans le cadre du transport des marchandises ? C'est-à-dire que la mise en contact avec les surfaces de transport, par exemple les bennes, les citernes, ce genre de choses ? Alors c'est vrai que pas spécifiquement pour l'instant, on n'a pas eu de demande. Après, nous, quand on nous apporte, enfin on nous met en lumière certains cas où il pourrait y avoir des soucis, on peut après travailler dessus. Mais pour l'instant, spécifiquement au transport, non, pas forcément, non. Mais après, on travaille sur les surfaces d'une manière générale. Donc si les matériaux ressemblent à ceux sur lesquels on travaille, ça peut peut-être être transposé. Mais il y a peut-être des contraintes que je ne connais pas, qu'il faudrait voir plus précisément. Mais pour l'instant, pas spécifiquement, non, sur le transport. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, bon salon.